Je Merci, pensais. bien sûr. Je On, savais on pas. a trop mis d'étiquettes rouges sur la banque, Oui, franchement. franchement. Alors que la banque prend beaucoup de risques et la banque pense beaucoup aussi à ses clients. Oui, Madame bien sûr, Frondo, c'est pas bien parce que sûr. vous êtes à la banque que vous nous dites ça. Absolument pas. Parce qu'il y a des gens, ils disent, bon, moi, je suis allée demander mon prêt à la banque, ça a mis du temps, et puis après, ils m'ont refusé. Alors que C'est des peut-être que, choses qui peuvent arriver parce ouais, qu'après, faut dire que le crédit, ce n'est pas l'interlocuteur qui décide si oui ou non il vous accorde le crédit. ok, Certaines institutions ont tout un comité de crédit qui siège ok. pour parler de votre cas. Bienvenue dans le Carré d'As Immobilier, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur l'immobilier. Que vous soyez un investisseur débutant, un professionnel chevronné ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode, nous recevons des experts dans le domaine de l'immobilier, des agents, des promoteurs, des investisseurs, des architectes, des notaires et bien d'autres encore. Ensemble, nous explorons les dernières tendances du marché, les stratégies d'investissement, les réglementations à avoir et les conseils pratiques pour réussir votre projet d'immobilier. Notre mission vous fournit les clés concrètes et aspirantes pour réussir avec succès dans l'univers passionnant de l'immobilier. Bonjour chers investisseurs immobiliers, chers passionnés de l'immobilier, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Malheureusement, je suis seule pour des raisons professionnelles. Monsieur Isaac Wayoro n'est pas avec nous, mais c'est pas bien grave. Je suis en compagnie de Madame Frondo. Madame Frondo qui est experte en prêt immobilier avec qui nous allons échanger autour du thème comment bien choisir son prêt immobilier. Bonjour Madame Frondo, comment vous allez? Ça va très bien, Marie-Georges, chez vous? Ça va très bien, merci. Alors, qui est Madame Frondo et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Madame Frondo, c'est Madame Frondo déjà. Ok, Je suis dans le domaine de l'immobilier depuis un certain temps. ok. Faut dire que je suis aussi dans le domaine bancaire. Mm, Je suis passée par plusieurs branches, la microfinance, cabinet et mhm. aujourd'hui en banque. Du D'accord, coup, pour ce qui concerne l'immobilier, j'ai un peu une petite expertise. d'accord. Donc, vous êtes passé de l'immobilier à la banque. On va dire que j'ai évolué dans le domaine financier Ok. jusqu'à me retrouver en banque. Et on va Mhm. dire en cours de chemin, l'immobilier s'est un peu imposé à moi. Ok. Il faut dire que c'est un sujet qui est assez passionnant. Mhm, mhm. D'accord. Aujourd'hui, on parle de prêt immobilier. On a énormément de personnes qui s'intéressent à l'immobilier, mais qui n'ont pas forcément le financement nécessaire pour pouvoir investir comme ils le souhaitent. Donc, je voulais savoir quels sont les différents types de prêts immobiliers disponibles en banque. En banque, on va dire dans le domaine financier en général, Ok. parce qu'il faut dire que c'est pas seulement les banques qui accompagnent l'immobilier. Il y a certaines microfinances et des institutions Mhm, financières autres que les banques et les mhm, microfinances qui accompagnent tout ce qui est projet immobilier. Mais mhm, aujourd'hui, en ce qui concerne les différents types de prêts immobiliers qui sont accompagnés, il y a la construction, mhm, il y a les achats chez promoteurs, ce mhm, qui est le plus courant. mhm, Il y a les achats particuliers, voire un bien quelque part qui nous plaît, mais qui ne mhm, fait pas partie d'une promotion immobilière. mhm. Ça aussi, c'est un type de prêt immobilier. Ça s'appelle généralement les achats de biens chez particuliers. Ok. Et à côté de ça, il y a les travaux de rénovation. Mhm. Certaines personnes se disent que faire des travaux de rénovation, c'est pas des prêts immobiliers. En fait, si, ce sont des Ok. prêts immobiliers. Ok. Acheter aussi des terrains Mhm. en passant par un prêt avec une institution financière, c'est un type de prêt immobilier. C'est comme acheter une maison. Ok. C'est juste que le terrain, il est vide. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Ça, même moi, je savais pas, hein. Franchement, j'apprends. Ok. Donc, comment fonctionne un taux d'intérêt et quelle est la différence entre taux fixe et taux variable? Le taux d'intérêt, déjà, c'est quoi? On va résumer pour qu'une personne profane comprenne facilement. Le taux Mhm. d'intérêt, c'est ce que gagne la personne qui vous fait le prêt C'est ou ça. l'institution qui vous fait le prêt. C'est ça. Et c'est quoi la différence entre le taux fixe et le taux variable? Je pense que la différence est déjà dans le nom. Mhm. Le taux fixe, il est fixe sur toute la durée du prêt. Mhm. Et le taux variable, c'est un taux qui peut changer sur la durée du prêt. Mhm. Du coup, le taux fixe, bon, généralement, il est un peu plus coûteux Ok. que le taux variable. D'accord. Ok.
D'accord. Et quels sont les principaux frais annexes à prévoir en plus du remboursement du prêt? Les frais annexes. D'accord. Généralement, c'est ce qui fait peur Mm. parce que quand quelqu'un vient prendre un prêt, il se dit, ah, avec les institutions là, ils vont gonfler le Ça, prêt, ils vont gonfler les chiffres, exactement. avec le taux d'intérêt, les Mm. frais. Faut dire que les frais pour la durée du Mhm. prêt, parce que Mhm. un prêt immobilier, pardon, c'est un prêt à long terme, on va dire à Mhm. très long terme. Ce sont Mhm. les seuls prêts que vous verrez qui iront jusqu'à 20 ans, Mhm. jusqu'à 10 ans, 15 ans. Mhm. Et pour les frais qu'on paye pour ce genre de prêt-là, faut dire que, regardons sur la durée, il y a les frais de dossier que vous allez payer, Mhm. il y a les frais du notaire. Mhm. Parce que pour tout ce qui concerne l'immobilier, il faut absolument faire intervenir un notaire parce que Mhm. c'est le professionnel qui peut Mhm. rendre légalement valable Mhm. la procédure que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, Mhm. lorsque on signe devant un notaire, ça a plus de valeur que signer devant le directeur même de la banque, parce que ça a Mhm. une valeur juridique. Ok. Donc, il y aura les frais de dossier à payer, il y aura les frais du notaire à payer, et Mhm. parfois, il y a d'autres frais annexes qui se greffent. Souvent, il Ok. faut faire l'expertise, c'est pas valable dans toutes les institutions, Mhm. mais certaines le font. Elles demandent à connaître la valeur du bien qu'elles viennent acheter. Donc, il y a l'expertise qui peut s'ajouter. Mhm. Et il y a d'autres frais en fonction de l'institution qui peuvent se greffer aussi au prêt immo. D'accord. Vraiment. D'accord. Ok. Et quels sont les critères que les banques prennent en compte pour accorder un prêt? Ça dépendra du type de banque. Ok. Certaines banques font des prêts aux particuliers, Mhm. c'est-à-dire comme vous et moi. Mhm. Et dans cette catégorie de particuliers, ils n'accompagnent que les salariés, par exemple. Ok. Donc, une banque peut accompagner un salarié Mhm. et les critères liés à ce prêt-là, on va dire que c'est lié au salaire. Mhm. Donc, supposons que le client, il a 35 ans ou Mhm. disons qu'il a 40 ans. Mhm. Il s'apprête à prendre un prêt immobilier. Mhm. Il est salarié. La banque va tenir compte de sa date de départ à la retraite. Ok. Ça va limiter son prêt. Mhm. En Côte d'Ivoire, la date de départ à la retraite, aujourd'hui, on est à 60 ans. C'est ça. Certaines institutions privées peuvent aller jusqu'à 65 ans. Mhm. Donc, tu as 40 ans, tu veux prendre un prêt immobilier et selon ton contrat de travail, tu ne peux travailler que jusqu'à 60 ans. Donc, tu ne recevras un C'est salaire ça. que jusqu'à 60 ans. C'est ça. On te donnera le prêt sur 20 ans. Ok. Mais généralement, ce ne sera pas juste sur la période de départ à la retraite. Ok. Il y aura un flottement. On dira peut-être que ta dernière échéance Mhm. devra être payée 6 mois avant ta date de départ à la Ok. retraite. Donc, tu pars à la retraite en juin, en janvier ou en décembre, ce sera ta dernière date d'échéance. Donc, Mhm. on peut faire des prêts à des particuliers. Il y a des prêts aussi qui se font aux promoteurs eux-mêmes Ok. pour pouvoir bâtir leur cité, qui ont des critères qui sont différents, vu que eux, ils sont constitués en entreprise. On Mhm. regardera leurs revenus, leur bilan, comment est-ce que l'entreprise fonctionne, quels sont Mhm. les moments forts, les moments faibles, Mhm. quels sont leurs actifs, leurs passifs. On étudiera l'entreprise en tant qu'une entreprise classique et ils Mhm. pourront bénéficier de prêts. D'accord. Et quel apport personnel faut-il prévoir? Peut-on emprunter sans apport? Un prêt immobilier, c'est un projet de vie, hein. Mhm. C'est quelque chose qui ne qui s'entreprend pas pour être entrepris comme ça, comme un prêt qu'on prend en 2, 3 jours C'est pour ça. acheter un truc, une Mhm. urgence et tout. Un prêt immobilier, c'est un prêt qui doit être réfléchi, Mhm. qui doit être mûri, parce que demain, on ne souhaite pas, si le monsieur ne travaille plus, ou Mhm. lorsqu'il arrivera à sa période de retraite, c'est un peu ce qui aura marqué sa présence. On va dire un peu sur la terre même. Mhm. Donc, un prêt immobilier ne s'entreprend pas comme ça. Voilà pourquoi on ne peut pas venir demander un prêt avec rien. Rares sont les institutions qui le font. Ok. Certains vous diront qu'elles ne financent que 90% du bien. Parce que vous savez, en ce qui concerne les prêts, il faut qu'il y ait un certain engagement de la Mhm. part de celui qui vient contracter le prêt. Mhm. Si on peut prêter comme ça 75 millions à quelqu'un
qui ne déboursent pas 5 francs, c'est-à-dire ne payent pas les frais, parce que certaines banques incluent les frais dans le montant du crédit, ils ne paieront pas de frais, ils ne feront pas d'apport. C'est-à-dire parce qu'ils sont salariés, on leur permet d'avoir 75 millions. Le prêt ne va pas leur coûter et le prêt ne sera pas précieux pour eux. Ils n'auront pas à cœur de rembourser ce prêt-là. Comme une personne qui aura investi du temps et de l'argent dans ce qu'il est en train d'acquérir. J'ai mis 30 millions dans mon projet, j'ai demandé 70 millions à la banque, j'ai payé le notaire, j'ai payé les frais, j'ai payé l'expertise. Je ne vais pas négliger ce prêt-là. Alors là, pas du tout, parce qu'il m'aura coûté. Et c'est de l'engagement qu'on montre aussi, concernant notre sérieux, qu'on montre aussi à l'institution. Et lorsqu'on fait les choses comme ça met plus à l'aise. Du coup, l'institution se dit, ce projet-là tient à cœur à mon client. Parce que les prêts immobiliers, ça peut prendre du temps, mais on voit des clients, ils veulent acquérir un bien, ils font un apport peut-être chez le promoteur de 30%, la banque tarde à débourser le prêt, ils continuent de faire leur apport parce qu'ils tiennent à leur bien. C'est ça. Ils ne veulent pas perdre le bien. Donc, pour tout prêt immobilier, généralement, on demandera un apport. Ok. Peu importe le montant. Je dirais pas peu importe, c'est vraiment relatif. Certains diront 10%, d'autres diront 20%. Et à d'autres, ça va s'imposer. Si vous voulez un prêt chez un promoteur et que le promoteur dit chez lui, l'apport initial c'est 30%, vous allez être obligé de faire un apport en fait, de 30%. c'est pas défini. C'est chaque banque qui... Voilà, c'est pas défini, c'est pas imposé. Chaque banque définit on va dire son taux minimum, le pourcentage minimum. Vous devez investir au moins 10% dans votre projet. Vous devez investir au moins 20% dans votre projet. Voilà. D'accord. Et comment comparer efficacement plusieurs offres de prêts immobiliers? Pour comparer plusieurs offres de prêts, le plus simple, c'est de... Bon, moi j'ai une technique à moi. Je prends une feuille, je mets par exemple les différentes institutions et je me dis, l'institution A, voici le taux d'intérêt qu'elle me propose sur 20 ans. Voici ce que je vais payer par mois. L'institution B, voici le taux d'intérêt qu'elle me propose, mais elle, par contre, elle ne part pas sur 20 ans, elle part sur 15 ans. L'institution C, elle part pas sur plus de 10 ans, mais le taux d'intérêt, il est tellement bon, l'échéance est peut-être un peu plus élevée, mais quand je regarde à long terme, ça me permettra d'écouler mon prêt plus rapidement. Pourquoi ne pas me focaliser sur l'institution B? Si. Après, ça dépendra aussi de d'autres critères, parce que chaque institution apporte des avantages. Donc, on va regarder à ces avantages-là pour dire, je vais plus me focaliser là. L'avantage n'est pas seulement sur le taux. Tous les critères doivent être pris en compte. Et c'est en fonction de ce qui correspond le mieux à mon projet. Parce qu'il ne faut pas se lancer dans un prêt sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, où le montant de l'échéance, après 2 ans, je serai étouffée. Quand je regarde mon niveau de vie, je gagne 1 million, je gagne 600 000, je vais venir payer 350 000 chaque mois, alors que je sais que ma maison fait 300 000. Je vis comment? C'est ça. Donc, il faut vraiment tenir compte de tous ces critères-là, de ce qu'on nous propose et de faire un choix qui ne va pas nous étouffer, un choix avec lequel on sera à l'aise à long terme. D'accord. Et du coup, quel élément peut-on négocier avec la banque pour obtenir un meilleur taux? Pour obtenir un meilleur taux, généralement les taux en IMO, mis à part les périodes de campagne où les taux sont vraiment attractifs, en immobilier, c'est pas tout qui peut se négocier. Ok. Voilà. Certaines institutions négocieront en fonction de qui elles ont en face d'elles. Si c'est un courtier, si c'est une personne X, certaines banques seront flexibles, mais pas toutes. Et vous allez voir que leur niveau de flexibilité est limité. Il y a des banques comme Ecobank, par exemple, ils ont des taux qui sont variables en fonction du type de client que vous représentez. Donc, vu sous cet angle, vous savez que si vous êtes un client, je vais dire moyen, si vous êtes un client moyen, voici le taux d'intérêt que vous pouvez avoir. Après, les banques font des conventions aussi avec des institutions. Donc, si vous travaillez dans une institution qui est en convention avec la banque, vous pourrez bénéficier d'un taux d'intérêt, peu importe le type de client que vous êtes, vous pourrez bénéficier d'un taux d'intérêt qui sera différent d'une personne qui est d'une entreprise X. Donc, le taux, on ne peut pas le négocier de prime abord comme ça, mais il y a certains éléments qui tourneront forcément en votre faveur. D'accord. Et est-ce que c'est utile de passer par un courtier immobilier?
Je dirais pas forcément. Ok. J'ai été en cabinet, donc j'ai été en D'accord. cabinet, donc je peux aborder le sujet. Il y a Allez-y. certaines banques qui ne travaillent pas avec les courtiers. Ok. Parce que après un courtier, c'est payant. Donc, ils Forcément. estiment que ils vont faire un prêt à leur client qui va coûter beaucoup plus cher au client Mhm. parce qu'il y a un intermédiaire. C'est ça. D'autres banques n'ont pas de problème avec parce que ça leur permet de gagner du temps. Mhm. Le courtier, c'est un intermédiaire. Lorsqu'il vient vers la banque avec le dossier d'un de ses clients, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le dossier il est complet. Mhm. Le dossier il est structuré, il est déjà monté. Mhm. Ça fait gagner du temps. C'est ça. Du coup, certaines banques sont à l'aise avec ça. Elles se Mhm. disent, quand on nous envoie un dossier qui vient d'un courtier, c'est propre, c'est bien rangé, tout et Mhm. tout va bien. Donc, Mhm. ils sont à l'aise avec le sujet. Mhm. Mais faut dire que toutes les banques sont pas à l'aise avec. Et c'est pas forcément utile. La plupart de ceux qui passent par les courtiers sont soit des promoteurs immobiliers, soit des personnes très bien placées qui n'ont pas vraiment le temps de gérer Tout ça, les ouais. allées et venues C'est ça. que demande la banque. Mhm. Parfois, on va demander un document, le client n'a pas bien compris, faut lui réexpliquer, faut demander, faut demander. Je suis DG de mon entreprise, j'ai besoin d'un prêt immobilier, j'ai pas le temps de gérer C'est ça. ça. Je veux pas forcément mettre un employé dessus parce que l'employé n'a pas forcément l'expertise. Je prends un courtier qui gère tout ça pour moi, Mhm. qui me négocie le taux, tout, et puis qui me ramène la meilleure offre. Donc, Mhm. l'option du courtier, c'est vraiment optionnel, quoi. Ok. Et ça va quand même vous limiter dans vos choix. Donc, ça reste nécessaire quand même. Ça, c'est nécessaire, mais ça va limiter le choix, vu que certaines banques veulent pas travailler avec les courtiers. Ok. Du coup, s'il y a 10 banques sur la place et que 3 ne veulent pas travailler avec un courtier, peu importe les avantages qu'elles peuvent vous apporter, Mhm. parce qu'il y a un intermédiaire, vous n'allez pas pouvoir, vous allez être contraint de travailler qu'avec 7 autres, quoi. Ok. Là, la question que je vais poser là, c'est un peu chaud. D'accord. Alors, quels sont les pièges à éviter lors de la souscription d'un prêt immobilier? La question, si, vous savez, je ne dirais pas qu'il y a des pièges Ah bon? en ce qui concerne les prêts immobiliers. Ok. Parce que chacun son expertise. Mm. Moi, je suis salariée, je connais bien mon métier. Mm. Je me tourne vers la banque qui connaît bien son métier. Mm. Pourquoi la banque voudrait me piéger? Quel serait son intérêt? Alors que un client, je dis ça dans un cadre général, hein, un client que tu essaies de piéger, Mhm. assure-toi que ton piège soit bien ficelé, quoi. Parce que Mhm. si ton piège a raté, lui, il va pas te rater en C'est retour. ça. Et pour quelqu'un qui constate que tu as essayé de le piéger, Mm. à long terme, il ne sera plus correct avec toi. C'est ça. Quel serait l'intérêt pour une institution financière de piéger un client, sachant que un prêt immobilier, c'est un prêt long terme? Et si le client commence à rembourser ton crédit et qu'après 4 ans, il se rend compte que tu as essayé de le piéger, Mm. il y a 16 autres années qui viennent, C'est supposant clair. qu'il rembourse plus sur 16 ans. C'est ça. C'est un prêt qui est garanti, la garantie hypothécaire est solide. Mais en Mhm. combien de temps tu vas rentrer en possession de cette garantie-là? Mm. Les négociations que ça va demander, les expertises que ça va, c'est beaucoup de tralala. Ouais. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des pièges, mais je dirais qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas averties, ou il y a des personnes qui sont un peu négligentes, qui ne lisent pas le contrat, par exemple. Ok. Et ça, c'est pas que pour les prêts immobiliers, c'est pour tout type de prêts, c'est des choses qui arrivent. Mais souvent aussi, les contrats, c'est Ils vont petit, dire c'est petit. écrit petit. On peut pas lire, en fait. À quel moment je Si vous m'assois pour... n'arrivez pas à lire, vous demandez à votre gestionnaire la partie là, il faut Mm. lire pour moi. Parce que je veux être sûr que ce dans quoi je m'engage à long terme là, Mhm. faut pas après, ça va me donner une facture sur la C'est route ça. là-bas et puis C'est ça va ça. être compliqué. Donc, cette partie-là, j'aimerais que tu lises ça bien pour moi, pour m'assurer que je ne vais pas Ouais. m'engager. Et surtout, faut poser beaucoup de questions. Ouais. S'il y a quelque chose qui vous dérange, faut poser des questions. C'est le Mhm. rôle du gestionnaire que de vous répondre. Mhm. Si votre interlocuteur hésite à vous donner certaines réponses, et puis après, il y a les pressentiments qui montent pas. Vous vous Mhm. engagez dans quelque chose, vous posez des questions, on vous donne des réponses aléatoires, des Mhm. réponses floues. On t'envoie 50 documents, on dit, oh, faut juste signer. Faut signer. Quand le client aussi entend crédit, Mhm. il regarde plus trop les détails. Il Mhm. signe Il seulement. signe seulement. Et quand il finit de signer, il se plaint. Mais tel truc là, je n'ai pas C'est souscrit. ça. Ouais. Tel élément là, j'ai pas souscrit. Quand j'ai Mm. regardé sur mon relevé là, il y a tel point que je ne comprends pas. Pourquoi on m'a prélevé ça? Tu as signé pour ça. Donc moi, je dirais que
faut juste prêter attention à tout ce qui va nous engager par notre signature. Faut lire, faut poser des questions. S'il y a quelque chose qui dérange, faut insister là-dessus. Moi, j'aime beaucoup les clients qui posent beaucoup de questions. Parce que je me dis, c'est quelqu'un qui porte un intérêt à la chose. C'est ça, exactement. Donc, faut beaucoup poser les questions, se demander, ça c'est quoi, ça représente quoi, ce service-là. Parfois, on encourage les clients à souscrire à des services, pas pour les, pas pour les piéger, mais souvent c'est pour leur propre bien. On vous dira, ah, faut souscrire au service SMS. Non, 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 moi, ça m'intéresse pas. Tu as laissé traîner ta carte là-bas, ton fils a pris, il allait faire les retraites. Tu vois pas. Le jour où tu arrives à la banque, tu demandes un relevé, tu te rends compte qu'il y a eu des retraits, tu cries au voleur. Alors que, si tu avais souscrit au si SMS, tu avais souscrit, tu aurais tout de suite vu qu'il y avait un mouvement sur ton compte. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, je dirais qu'il faut être averti, il faut faire attention. Donc, il faut aller à l'information. Il faut poser des questions, il faut aller à l'information. D'accord. Alors, comment anticiper une éventuelle hausse des taux d'intérêt? Les hausses d'intérêt ne se font pas comme ça. Okay. Vous avez signé pour un taux qui est fixe. Vous connaissez votre mensualité sur toute la durée du crédit. Et c'est ce qui atteste, votre tableau d'amortissement qu'on vous remet. C'est-à-dire, moi, j'aime bien l'appeler le calendrier de remboursement. Vous connaissez la date, le montant, l'intérêt. Vous savez tout. On vous remet ce document-là quand vous souscrivez à un prêt immobilier. Du coup, vous savez ce que vous devez payer. Mais si vous avez signé pour un taux variable, lorsque les taux sur le marché, parce que vous savez, l'argent, ça s'achète et ça se revend. Voilà. Donc, l'argent que vous empruntez, c'est de l'argent qu'on vous vend, mais qu'on a acheté. C'est ça. Et on a acheté cet argent à un taux. Vous avez signé pour un taux variable. Supposons qu'après 10 ans, vous avez un prêt de 20 ans. Après 10 ans, le taux sur le marché a changé. La banque a acheté, c'est-à-dire l'argent qu'elle achetait à 100 francs, aujourd'hui vaut 200. Alors que elle vous a vendu cet argent à 150. Si elle reste dans cette lignée, elle commence à perdre. Donc, la banque va logiquement vouloir changer les taux d'intérêt, surtout que vous avez signé pour un taux variable. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention aussi. Sinon, les taux ne changent pas pour changer. Voilà pourquoi il faut lire les contrats. Si c'est écrit dans votre contrat que le taux peut éventuellement changer sur la durée du crédit, il faudra vous y attendre. Pas forcément aujourd'hui, ni demain. Ça peut ne pas du tout arriver, mais ça peut arriver aussi. D'accord. D'accord. Et quels sont les avantages et inconvénients d'un rachat de crédit? Le rachat de crédit, aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus commun. Ok, on ira d'abord sur les avantages. Ok. Racheter un crédit aujourd'hui, moi, je souscris à mon crédit avec l'institution A à un taux de 8% sur 20 ans. Je me rends compte que l'institution B est en train de faire une campagne où le taux d'intérêt est à 4,5%. C'est intéressant. Du coup, je me dis, et si je faisais un rachat de mon crédit? Ce serait pas mal parce que je paierais certainement moins chaque mois, mais à côté, la durée aura changé. La durée va peut-être s'allonger. Je vais dire, bon, c'est vrai que à droite, là-bas, je payais 100 000. À gauche, je vais commencer à payer 80 000. Mais les 80 000, là, ce sera plus sur la même durée. Peut-être à droite, il me restait 6 ans. À gauche, je vais aller prendre le prêt sur 10 ans. Du coup, sans m'en rendre compte, je paye un peu plus d'intérêt. Ça, je rentre en même temps dans les inconvénients. Je ne m'en rends pas compte, mais je paye plus d'intérêt alors que ma mensualité a diminué. Et il y a des frais. Beaucoup de personnes ne feront pas attention aux frais. Ils se diront, ah, là-bas, c'est mieux. Ils prennent leur calculatrice, ils font les calculs, ils se disent, ah, il a commencé à payer 80 000. Même si c'est sur 12 ans, c'est pas grave. La durée est plus longue, mais je paye moins. Mais après, il y a les frais de rachat. Aujourd'hui, tout le monde veut fidéliser son client. Tu viens me voir, je sens que je vais perdre une relation bancaire. Ah ben, je fais mes calculs aussi. Je me dis, bon, tu t'en vas, voici les frais auxquels tu t'exposes. Il y a les frais de rachat parce que je te perds. C'est ça. Les frais de dossier que tu vas payer de l'autre côté parce que c'est clair que c'est un nouveau crédit que tu es en train de prendre. C'est pas juste un crédit qui continue, c'est un nouveau crédit. Donc, il y a les frais de dossier, il y a les frais de notaire qui reviennent. C'est ça. Parce que le notaire a enregistré la banque A en tant que, on va dire comme ça, l'ayant droit en cas de problème. C'est-à-dire, l'hypothèque est au nom de la banque A. Quand tu passes à la banque B, il faudra aller refaire.
pour que maintenant ce soit plus banque A, ce soit banque B. Mhm. C'est un nouveau dossier. Donc, il y a les frais qui vont recommencer. Ils seront peut-être pas aussi élevés, mais il y aura les frais. Mhm. Mais à côté, ça peut peut-être soulager le client sur la mensualité qu'il va payer. Et ça le soulagera forcément. Mhm. Parce que le taux sera meilleur, les mensualités seront plus adaptées et ça pourrait permettre au client, par exemple, les 20 000 de flottement, à gauche je paye 100, à Mhm. droite je paye 80, alors que je suis habituée à payer 100. Mhm. Les 20 de flottement, je peux les constituer en une épargne rémunérée qui pourrait, au terme de mon crédit, me soulager aussi. Ok. Donc, il y a tant les avantages que les inconvénients. Ok, d'accord. Et quand faut-il souscrire à un bien immobilier et pourquoi? Quand aujourd'hui, depuis un bon moment, je vais dire que la jeunesse s'est réveillée sur l'immobilier. Oui, Ils ont compris que c'est pas des projets des vieux, c'est ça. c'est des projets de vie actuels. Mhm. Et pour moi, on commence à faire des projets Mhm. pour sa retraite le jour où on vous dit félicitations, vous êtes embauché. Mhm. À partir de ce jour-là, c'est un commencement, mais il faut penser à la fin. Ouais. Faut commencer à penser immobilier. Mhm. Parce que c'est un patrimoine, c'est le seul patrimoine qui prendra de la valeur C'est avec ça. le temps. C'est le seul patrimoine qui peut vous rapporter, bon, je dirais pas le seul, mais c'est le patrimoine sûr qui pourra vous rapporter de l'argent sur une longue période. Mhm. C'est l'un des meilleurs investissements qu'on peut faire dans une vie. Du coup, le quand, le plus tôt possible. Aujourd'hui, c'est à 40 ans, 45 ans. C'est-à-dire qu'on a un pas de la retraite, on se dit, tiens, j'ai eu une belle voiture, j'ai loué une Ouais. belle maison, j'ai eu des enfants, un beau mariage. Ah, il me faut une maison pour aller m'asseoir quand je vais plus C'est travailler. ça. C'est au dernier moment qu'on y pense. Mhm. Alors qu'à cette période-là, les possibilités qui s'offrent à nous commencent à être plus minces Mhm. par rapport à lorsqu'on est un peu plus dans la fleur de l'âge. Mhm. Donc, dès le début de carrière, il faut y penser. Nos parents disaient, faut acheter terrain, faut acheter terrain. Moi, je dirais aujourd'hui, achète un bien, achète une maison, achète quelque chose de physique qui est là, qui, tu peux louer une maison de 100 000, acquérir un bien immobilier que tu mettras en location à 150 000. Mhm. Si l'échéance de ce prêt-là est de peut-être 100 000, tu gardes ton train de vie, tu gagnes 50 000 que tu pourrais mettre sur une épargne. Mhm. Après, un autre avantage du prêt immobilier, on ne le souhaite pas, mais c'est le seul examen que tout le monde réussit. Mhm. On va tous y passer. Ouais, c'est ça, Voilà. justement. Lorsque on souscrit à un prêt immobilier, on a un bien immobilier, il y a une assurance. Oui, oui. Il y a une assurance Mhm. vie. Mhm. Bon, c'est Qui une protège assurance les ayants décès en droit. vrai. C'est ça, On dit non? assurance vie, voilà, qui protège les ayants droit. Mhm. Il y a l'assurance multirisque habitation. Ok. C'est-à-dire, s'il y a un dommage, s'il y a un problème, l'assurance multirisque Mhm. couvre le Mhm. dommage. Donc, même s'il y a eu une inondation des eaux, par exemple, en fonction de ce qui est dans votre contrat d'assurance, Mhm. s'il y a eu une inondation et que ce sinistre-là est couvert par l'assurance, vous ne déboursez rien. Ok. Votre bien va être remis en état par l'assurance. Mhm. Et si vous n'êtes plus, on n'ira pas dire à vos ayants droit, non, votre papa ou bien votre maman a pris un prêt ici, vous devez vous débrouiller pour rembourser, après avoir pleuré, venir rembourser notre crédit. Non. Ah bon? Il y a l'assurance invalidité décès. Ah, parce que moi, franchement, moi, je pensais que je prends un cas pratique, hein. Je Mhm. touche du bois, je décède. J'ai mes enfants, j'ai pris un prêt immobilier, j'ai pas fini de payer et je Mhm. suis partie. Est-ce que la banque ne va pas arracher la maison à mes enfants? Absolument pas. Ah bon? Parce qu'il y a l'assurance invalidité Ok. décès. Du coup, cette assurance que vous payez là, en Mhm. début de crédit, elle est là pour couvrir le bien en cas de décès ou d'invalidité. Ok. Et si l'un de ces cas se produit, Mhm. l'assurance est tenue de rembourser la banque. Ok. Ça n'a plus rien à voir avec les ayants droit. Ce que eux, ils auront à faire dans la procédure, c'est de le signaler. Il y a certains projets qu'on ne fait plus en cachette. Il faut au moins qu'une personne soit au courant. Mhm. Ça protège la famille elle-même. C'est ça. Voilà. Une fois que le décès est constaté, qu'on a toute la documentation, on se présente à l'institution. Mhm. Voici la documentation. Vous n'aurez pas à être mis en mal. Ok. Et
cet argent il y a certaines personnes qui ont les moyens hein, d'acheter un bien. Mais moi, je leur conseillerais, par exemple, de passer par un prêt. Pourquoi? Cet argent que vous avez aujourd'hui, là, vous pouvez l'utiliser pour l'investir dans un autre projet. Vous pouvez même mettre cet argent-là en DAT. Vous faites votre dépôt à terme avec un bon taux d'intérêt que vous négociez et vous prenez votre prêt immobilier qui, en cas de souci, est assuré. Ok. Demain, si le sinistre se produit, la personne décède, les ayants droit n'ont pas à rembourser le crédit et il y a un DAT rémunéré qui est là. Ok. Donc, il y a tellement d'avantages aujourd'hui à le faire, mais surtout à le faire tôt. D'accord. Je ne dis pas ça pour décourager ceux qui, ceux qui sont un peu plus avancés en âge. Ils ont toujours l'opportunité de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des banques qui offrent des prêts, même aux retraités. Hein. Voilà, donc. Ah oui? Oui. Aux retraités? Oui. Sur la base de quoi? Sur la base de leur pension. La pension? C'est avec la pension qu'ils vont rembourser le prêt? Pas le prêt IMO. Okay. On ne s'engagera pas. Sur le prêt IMO, par exemple, moi, j'ai acquis un bien. J'ai un revenu locatif que je touche chaque mois de peut-être 200 000, disons 2 millions, un revenu locatif. Je pars à la retraite, j'ai ma pension qui est domiciliée dans ma banque et je veux prendre un prêt IMO pour peut-être construire un petit truc ou acheter un autre bien immobilier. C'est pas sur la pension qu'on va forcément se baser, mais sur le revenu locatif, oui. Ok. Et on vous accompagnera. Maintenant, ce qui va limiter, ce ne sera plus la date de départ à la retraite, ce sera l'âge. Justement, j'allais en venir. Est-ce que je me dis, quelqu'un qui a 70 ans, on se dit que peut-être qu'il ne lui laisse pas forcément couvrir. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui a 65 ans, par exemple, il y a des assurances qui partent jusqu'à 70 ans. Du coup, tu as 5 ans pour rembourser le crédit. On va prier quand même pour que tu restes en vie sur la période parce que le risque est plus grand. Voilà pourquoi je dis que les institutions ne peuvent pas vous piéger. Au contraire, il y a des risques qu'ils acceptent de prendre sur eux pour pouvoir mettre le client en situation de force, en position de force face au challenge de la vie qui se présente à eux. Donc, il y a des risques que la banque prend, tout comme il y a des risques que le client prend aussi en venant s'engager dans un prêt aussi long terme. Souvent, ça fait réfléchir. Hein. On se dit, pendant 15 ans, je vais rembourser un prêt. Bon, 15 ans, c'est long. À quel moment est-ce que je vais moi-même réaliser d'autres projets? Et puis, pendant 15 ans, je vais être privée. Et si je ne travaille plus? Il y a beaucoup de questions qui vont se présenter, mais ce sont des risques qui doivent être mitigés de part et d'autre. Des risques qui vont s'imposer à chaque partie, au client comme à l'institution financière, mais dans lesquels on est obligé de se jeter. D'accord. D'accord. Alors, dans les cas de terrain nu, c'est-à-dire, j'ai un terrain, disons, à Yamoussoukro, et puis je veux construire. Je veux faire, par exemple, des mini-cités. Et puis, je veux prendre un prêt. Mon terrain n'a pas forcément ACD. Est-ce que j'aurai le prêt? Certainement que non. Il faut forcément avoir un ACD pour prendre un prêt. Oui, parce que pour pouvoir prendre un prêt, un prêt immobilier, c'est deux volets. Hein. C'est deux pédales. Il y a la première pédale qui est la garantie, ce qui va mettre à l'aise la banque. Comme son nom l'indique, c'est une garantie. Ce qui va un peu imposer au client de rembourser son crédit et ce qui va permettre à la banque de se rembourser au cas où le client se retrouve dans une situation où il ne pourra plus payer le crédit, la garantie. Et la deuxième pédale, c'est la source de remboursement. Comment est-ce que le client va nous payer? Est-ce que cette source, elle est viable? Est-ce que cette source est régulière? Quand est-ce qu'elle intervient? Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc, c'est vraiment deux volets. Vous pouvez avoir la source de remboursement et pas la garantie. Alors que sans ces deux pédales équilibrées, vous ne pouvez pas bénéficier d'un prêt. Maintenant, c'est pas forcément le bien que vous achetez qui doit servir de garantie. Vous pouvez vouloir construire, mais le terrain sur lequel vous voulez construire, par exemple, il n'y a pas d'ACD. Mais par contre, vous avez un autre terrain qui a l'ACD. Et ce terrain-là, lorsqu'on l'expertise, il a peut-être même une meilleure valeur que le terrain que vous venez exploiter. Vous pouvez proposer ce bien-là comme garantie. Mais, comme j'ai dit là, il faut forcément la documentation légale et minimum. Obligatoirement. Quand je dis légal aussi, c'est par exemple le permis de construire.
tu n'as pas l'autorisation de construire. Moi, je te fais un prêt pour construire. À 99% des cas, c'est clair que mon crédit, il est 100% à risque. À C'est tout ça, moment, on peut venir dire exactement. qu'on casse le bien, Ouais. faut cesser les travaux Mhm, et ça devient compliqué. mhm. Voilà. OK. Et on peut acquérir un prêt immobilier combien de fois? Je dis, moi, je viens, j'ai pris un premier prêt, est-ce que je peux revenir une autre fois, ainsi de suite? Bien sûr. Ah bon? Certaines institutions même permettent d'avoir 2 prêts en cours en même temps. En même temps? Oui. Tout dépendra si vous êtes salarié, par exemple, de votre quotité cessible. OK. Il y a les quotités cessibles légales. Disons qu'il y a certaines institutions qui partent jusqu'à 50% du montant de votre salaire. Vous êtes payé, je dis n'importe quoi, à 1 million. Mhm. Vous pouvez rembourser une échéance jusqu'à 500 000. Vous prenez un premier prêt immobilier où vous payez 250 000. Vous OK. avez la possibilité de prendre un deuxième où vous payez 250 000. OK. Toutes les banques le font ou il y a des Pas banques forcément bien? toutes les banques. OK. Quelle banque, par exemple? Je dirais Ecobank le fait. OK. Je dirais que la BHCI le fait. Je le dis, mais sans trop d'assurance. OK. Parce que après, ça fait un moment aussi. Et il y a plusieurs institutions qui le font, hein. Vu qu'on a la possibilité d'avoir un prêt conso Mhm. et IMO à la fois. Mhm. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Ça s'appelle les lignes de crédit. Ah, donc on peut prendre un prêt immobilier et prendre un prêt à la conso en même temps. C'est-à-dire les deux. Oui, c'est possible d'avoir ces 2 lignes. Ce sont les lignes. La OK. première ligne, la deuxième ligne. Il y a OK. certains qui en ont 3. En même temps. Oui, ils ont un prêt conso. À Noël ou à la rentrée, ils prennent un prêt scolaire qui est peut-être une petite durée. En temps, il avait déjà un prêt IMO qui courait. Non, après, je me dis, quelqu'un qui gagne, disons, 200 000 francs par mois, est-ce qu'on peut lui autoriser ça? Ça va dépendre des montants. Comme j'ai dit là, il y a la quotité cessible légale. C'est quoi la quotité cessible? La quotité cessible, c'est la part de salaire qu'on peut vous prélever OK. de manière mensuelle. C'est le pourcentage qu'on peut toucher. Mm. Et ça, c'est réglementé par la loi. Mhm. Donc, c'est des paliers Mhm. où, par exemple, on vous dira de 0 à 200 000, on ne peut pas prélever plus de 25%, mais plus de 30% de votre salaire. Mhm. Donc, le montant de votre salaire, tant qu'on n'atteint pas les 25%, vous avez la possibilité de vous créer des lignes de crédit. Mhm. Mais, arrivé à 25%, c'est-à-dire qu'on cumule tous les prêts que vous prenez, lorsqu'on les cumule, si les 25% sont atteints, on ne peut plus vous faire de prêt, sauf si vous finissez d'épuiser une ligne, de rembourser totalement une ligne. Là, on peut se lancer dans un nouveau prêt, sinon on bloque. Parce qu'après, la banque, faut pas juste prêter. La banque ne prête pas pour prêter, hein. Il y a le volet social. Souvent, quand tu regardes même au niveau du salaire d'un client, il a peut-être 150 000. Il vient vous demander une avance sur salaire de 60 000. Tu te mets à la place du client. Aujourd'hui, tu tires 60 000. Comment tu vis au fait avec les 40 000? Mhm. Donc, la banque a ce devoir de conseil auprès Ok. du client. Il faut conseiller le client. Mhm. Ah, papa, tu vois, avec ça, si on te fait ce prêt-là, est-ce que tu es sûr que tu pourras t'en sortir? Certains sont bornés parce qu'ils ne savent pas. Ou bien ils n'ont pas conscience de l'impact que ça aura sur leur niveau de vie. Mhm. Eux, ils se disent, ah, moi, j'ai un projet là. Il faut que je réalise le projet sans forcément penser à l'après-projet. Il faut que Ouais. je réalise le projet. Il me faut 500 000. Bon, je vais rembourser ça sur 5 ans. C'est rien dans mon salaire. Mais ça touche ton salaire. Ouais, Tu avais un j'imagine. niveau de vie. Et si le projet se passe mal, Mhm. tu seras en train de rembourser un crédit sans entrée, sans autre entrée financière. Ce sera difficile. Donc, il y a le devoir de conseil et d'accompagnement. Souvent, tu vois un client qui a épuisé une partie de son crédit Mhm. et qui commence à peiner à rembourser. C'est des choses qui interpellent. Il faut souvent contacter le client. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vois que ces temps-ci, tu rembourses un peu en retard. Ou bien tu tires tout ton salaire et puis après, tu viens verser un peu. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu peux permettre à ton client de faire un rachat de son crédit pour alléger un peu les échéances. Peut-être qu'il a un souci, effectivement. C'est tout ça, au fait. Il faut vraiment être proche du client. Moi, je ne savais pas que la banque était aussi flexible, hein. Je Mais pensais. si, bien sûr. Je On savais pas. a trop mis d'étiquettes rouges sur la banque, Oui, franchement. Alors que la banque prend beaucoup de risques et la banque pense beaucoup aussi à ses clients. Oui, bien sûr. C'est pas Bien parce que sûr. vous êtes à la banque que vous nous dites ça. Absolument pas. Parce qu'il y a des gens, ils disent, bon, moi, je suis allée demander mon prêt à la banque, ça a mis du temps, et puis après, ils m'ont refusé.
Alors que C'est des peut-être choses que... qui peuvent arriver parce Ouais, qu'après, faut dire que le crédit, ce n'est pas l'interlocuteur qui décide si oui ou non il vous accorde le crédit. ok, Certaines institutions ont tout un comité de crédit qui siège ok. pour parler de votre cas. Et certains diront, par exemple, avec leur œil risque, que le dossier représente trop de risques pour la banque. Mieux vaut ne pas s'engager dedans. Mais du moment où le dossier quitte les mains de votre interlocuteur jusqu'à arriver au niveau du comité de crédit, ça peut mettre du temps. Mhm. Et parfois, un dossier peut être refusé en comité de crédit. Et puis, tu peux représenter le même dossier Qui va être accepté. avec peut-être d'autres conditions que tu rajoutes et le dossier sera accepté. Mais le client ne verra pas forcément ça du même œil. Ok. Pendant que l'interlocuteur est en train de batailler pour faire passer son dossier, Mhm. lui, il s'est dit, ça met trop de temps. Mhm. C'est pour ça qu'il faut communiquer avec le C'est client. ça. J'ai C'est ça. proposé ton dossier, il y a eu des... Voilà ce à quoi j'ai fait face. Donc, c'est des challenges qu'il faut gérer. Comment tu penses qu'on peut gérer ça? Est-ce qu'on peut réduire ta durée de crédit pour mettre un peu à l'aise le comité, tout et tout? On communique avec le client. D'autres ne communiquent pas, ils prennent des décisions. Et puis après, ils viennent dire au client, ah, tu avais demandé si 10 ans, là, c'est 5 ans, hein. Ça t'arrange pas. Ah, pardon, faut prendre. Le client te dira oui, après il va mal rembourser C'est ton ça. crédit, c'est tout. Mhm. Donc, et puis pour les prêts IMO, par exemple, le prêt IMO suit un trajet très clair. Ok. Il est entre les mains de la banque où tous les délais sont maîtrisés. Mhm. Arrivé à un certain moment, le dossier va se retrouver entre les mains du notaire, qui est une personne qui est extérieure à la banque. Ok. Il peut y avoir des notaires qui sont conventionnés. Mais déjà, excusez-moi, mais pourquoi le notaire intervient à Le ce notaire moment-là? intervient parce que, comme j'avais dit là, légalement, Mhm. c'est celui qui est mieux placé pour donner une valeur juridique à la chose. Ok. La signature devant le notaire a plus de valeur qu'une signature devant n'importe quelle autre institution. Ok. Ils sont mandatés pour ça, formés pour ça. Mhm. Et comme j'ai dit là, ça a plus de valeur juridique. Ok. Du coup, le notaire, il intervient au moment de prendre les garanties. Ok. Certaines banques vont mettre à disposition, certaines institutions même, je dirais, mettront peut-être à disposition en fonction de ce qui vous lie, les conventions qui vous lient, les contrats qui vous lient, mettront à disposition les fonds ou une partie des fonds Mhm. et continueront le process Mhm. après. Mhm. Mais c'est l'un des risques les plus gros qu'une institution peut prendre pour son client. Mhm. Parce que en faisant ça, l'argent est entre les mains du client et vous n'avez pas encore la garantie. Mhm. En passant par ce modèle-là, une fois que un problème survient et que vous n'avez toujours pas la garantie, c'est un prêt qui est tombé, qui est jeté à l'eau, au fait. Parce que la banque ne se remboursera jamais. Ouais. Le client, il sera tout content. Voilà. On pourrait essayer de trouver des stratégies pour contraindre le client, mais jusqu'à quand? Mhm. Voilà. Et si le client a conscience Mhm. de ce qu'il est en train de faire, Mhm. parce qu'il y en a toujours de mauvaises foi, s'il a conscience de ce qu'il est en train de faire, là, ça va devenir très compliqué pour l'institution. Mhm. Et à ces institutions-là qui avancent dans la procédure avec le notaire jusqu'à un certain niveau, ils mettent à disposition les fonds et ils continuent la procédure. Donc, vous voyez que le premier cas pourra faire peut-être 1 mois. Le deuxième cas pourra faire 1 mois et demi. Mhm. Et il y a ces banques-là qui vont jusqu'au bout du processus avant de vous mettre à disposition les fonds. Et dans ce cas de figure, le dossier pourra aller jusqu'à 2 mois, jusqu'à 3 mois. Parce qu'au niveau du notaire aussi, vient une étape où le dossier doit passer au niveau des autorités compétentes pour venir inscrire maintenant l'hypothèque. Ça dépend plus du, du notaire. Ça dépend du ministère, ça dépend du cadastre, du tribunal et tout. C'est beaucoup de choses, hein? C'est beaucoup de choses. Ok. Les gens se disent, ah, moi j'ai demandé un prêt immobilier, ça a trop duré. Mais quand on veut regarder et donner les détails d'où le dossier commence et où est-ce qu'il se termine, c'est hyper long. Mais on ne voit pas souvent les choses dans ce sens-là. Ne nous donnez pas l'information. Bon, C'est pour ça que moi je dis qu'il faut communiquer. Est-ce que c'est le gestionnaire qui doit donner cette information ou il y a des Idéalement, sites internet? c'est le premier interlocuteur, celui qui doit monter le dossier, celui qui vous demandera la documentation. Il est à même de vous informer de toutes ces étapes-là. Ok.
Parce que c'est lui qui montrera le dossier. Il sait à quel stade le dossier se trouve et pourquoi le dossier se retrouvera à ce stade. Donc, c'est à lui que ça s'impose de dire au client. Il y a d'autres qui ne disent rien. Ils attendent. Quand ça fait 2 mois que le client se plaint, c'est là il va dire au client, non, tu sais, ton dossier là, actuellement, c'est pas nous. Le dossier est chez le notaire. C'est le notaire qu'il faut stresser. Alors que le notaire aussi, le dossier est ailleurs. Ailleurs, il peut pas stresser. C'est ça. Donc, c'est vraiment tout un trajet, c'est tout un process pour obtenir un prêt immobilier. Voilà pourquoi c'est un projet qui doit être vraiment pris au sérieux par le client, tout comme par l'institution. L'institution doit vraiment y mettre en ce qui concerne la communication. Et le client aussi doit s'arranger à être le mieux informé et le mieux outillé possible avant de s'engager dans un prêt aussi long. D'accord. Alors, moi, en tant que, on va dire, investisseur immobilier, à quel moment je suis éligible à la banque pour qu'on me remette, on me donne mon prêt immobilier que je demande? Quand vous dites investisseur, c'est promoteur, C'est ça, c'est ça. une entreprise, au fait. Pas Un forcément. particulier, disons, je suis à mon propre compte, c'est pas forcément une entreprise, j'ai des terrains et puis je veux construire, par exemple, comme j'ai dit auparavant, ma mini-cité. À D'accord. quel moment je suis apte à avoir un prêt immobilier? Du moment où vous aurez les deux pédales, la garantie et la source de remboursement. Ok, parce que vous avez parlé de dossiers à risque. Au niveau de la banque, il y a des dossiers que vous considérez comme dossiers à risque. Oui, Donc, vous parce n'accordez que pas. ça va dépendre, par exemple, si c'est un salarié, dans quelle entreprise il travaille. Il y a tout ça qu'on regarde. Absolument. Ok, le salaire aussi, je suppose. Oui, le salaire pour la quotité, c'est cible. Ok. Mais l'entreprise pour la pérennité de la source de remboursement. Si vous travaillez dans une ONG qui est sur un projet de 5 ans, je ne vais pas m'engager dans un prêt de 10 ans avec vous. Dans la mesure où, après les 5 ans, si le projet n'est pas renouvelé, vous êtes au chômage. Et si vous êtes au chômage, comment vous remboursez le prêt? C'est ça. Donc, il y a beaucoup de critères qu'on regarde. Mais les critères sont toujours liés aux deux leviers. La garantie, la source de remboursement. Parfois, il y a des clients qui ont de très bonnes garanties. Ils demandent un prêt de 20 millions et ils peuvent vous proposer une garantie qui vaut 300 millions. Pourquoi la banque va refuser? Pour eux, quand la banque dit je ne peux pas t'accompagner là, c'est une frustration. Ouais. Je vous propose un bien de 300 millions pour prendre la modique somme de 20 millions. Vous voulez pas m'accompagner, mais c'est pas normal. Mais comment tu rembourses? C'est pas la garantie qui rembourse le crédit. La garantie garantit le crédit. La source de remboursement rembourse le crédit. Le but d'un crédit immobilier, ce n'est pas que la banque saisisse le bien. C'est que le client finisse de rembourser le prêt, que la banque récupère ses intérêts, qu'elle récupère les fonds prêtés et qu'en retour, le client récupère son bien. C'est ça le vrai but du prêt immobilier. Ce n'est pas que ça se termine en litige, au fait. Et pour nous qui sommes salariés, comment ça se passe? Est-ce qu'on regarde le fait que, par exemple, je suis en CDI, je gagne 500 000 et plus? Est-ce qu'on regarde tout ça ou pas? Effectivement, on regarde. On regarde ça? Oui, toujours pour le souci de la quotité cessible. Ok. Et pour le volet, comme j'ai dit, un peu social. Ok. Combien la personne gagne. Vous allez voir que, contrairement aux banques, les microfinances, par exemple, elles vous demanderont votre loyer. Elles vont regarder les factures sérieuses au décis qui entrent. Oui. Elles vont regarder à vos charges. Avant de donner le prêt. À cause du volet social. Ok. Vos charges à vous-même aujourd'hui font 150 000 dans votre salaire de 300 000. Vous venez de demander un prêt où vous allez rembourser 100 000 par mois. Ça va représenter 250 000. Il va vous rester 50 000 pour vivre. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à demander de manière subtile, hein, mais à la maison, madame, les enfants, monsieur, ou bien vous-même pour vous faire plaisir, vous pouvez dépenser combien par exemple par mois? Ce sont de petites questions subtiles pour évaluer. Okay. Ça nous permet de voir le niveau de vie du client. Il y a des clients qui se gênent pas, ils sont payés à 300 000, te font le point de leur charge avec 500 000. Aujourd'hui, là, c'est comme ça ici, hein, la vie est tellement chère. Oui, la vie est chère, mais il y a d'autres, au fait, on se pose juste la question, comment il fait? Parce que ce qu'il dépense là, ça dépasse ce qu'il gagne. Et une telle personne veut s'engager dans un prêt long terme. Est-ce qu'il va supporter? C'est ça. Parce que ça va lui demander un niveau de privation qui demande de la maturité.
Ok. Et c'est un tout. Donc, on regarde un peu tout. Faut pas pousser le client dans un prêt où, arrivé à un certain moment, il pourra plus assumer. Il sera fatigué. Vers la fin, il va commencer à retirer la totalité de son salaire. On va rentrer dans les discussions. Non, on va mettre son compte sous des restrictions. Faut coincer au fait un peu le client pour qu'il paye. Ou bien faut entrer en contact. C'est maintenant, on va chercher à vouloir donner les C'est conseils. ça. Alors qu'il Après, c'est sera un déjà peu trop trop tard. tard. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut acheter son premier bien immobilier? Ah, le premier bien immobilier que je souhaite que tout le monde acquiert le Amen. plus tôt possible. Vraiment. Voilà. Donc, le premier prêt immobilier, faut vraiment jauger, comme j'ai dit là. Tu regardes ton niveau de vie, ton style de vie. Après, le niveau et le style de vie, à tout moment, ils peuvent être adaptés. Parce que la vie aussi présente tellement de C'est surprises. ça. À tout moment, ils peuvent être adaptés. Mais faut regarder au bien qu'on va acquérir. Pourquoi ce bien-là? Euh, une personne qui est jeune, qui a à peine 30 ans, travaille, tu es bien payé, tu n'as pas une grande famille, par exemple, tu vis déjà dans une petite maison qui fait tout ton bonheur, que tu loues à une somme vraiment dérisoire, tu veux acquérir un bien. Si tu te lèves pour t'engager dans un projet d'acheter une triplex, faut que le projet soit bien pensé. C'est ça. La triplex, c'est pour la mettre en location. Mm. C'est pour la revendre plus tard afin d'avoir des revenus qui pourront être réinvestis. C'est pour y vivre. C'est pourquoi il faut regarder à tous ces paramètres-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée pour moi de m'engager? Parce que une triplex qui va me demander de rembourser sur 20 ans et une villa basse ou une petite duplex qui va me demander de rembourser le crédit sur 7 ans avec le même taux d'intérêt vu que c'est la même banque, faut vraiment mûrir le projet. Faut s'asseoir, faut jauger le pour, le contre, le comment et le ce qu'on en fera. Est-ce que si aujourd'hui j'acquiers ce bien-là, que je le mets en location, il va me permettre de garder mon niveau de vie et de constituer une épargne? Si oui, je peux m'engager dans un tel projet, par exemple. Donc, c'est un tout. Regardez à ce que ça rapporte, regardez à ce que ça demande, la durée sur laquelle on s'engage et ce que ça va m'imposer. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faudra regarder avant de s'engager dans son premier projet immobilier. D'accord. C'est assez intéressant. Je pense que les internautes vont apprendre et moi également j'apprends parce qu'il y a énormément d'informations que j'avais pas. Grâce à Madame Frondo, on apprend aujourd'hui. Et on va aller directement sur le thème pour conclure. On a dit comment bien choisir son prêt immobilier et pourquoi. Je pense que ça rejoint un peu notre précédente question. Comment faire son choix en évaluant les critères du prêt qui nous est proposé et du projet dans lequel on veut investir? Pourquoi s'engager dans un prêt immobilier pour tout ce qu'on peut y gagner, pour tout ce qu'on y gagne d'ailleurs? Tu t'engages dans un prêt immobilier aujourd'hui, ça te permet d'obtenir un bien qui est pérenne, qui prend de la valeur. Moi, j'en connais beaucoup. J'ai rencontré un client récemment. J'ai regardé le prix d'une villa qu'il a acheté, une duplex, dans un magnifique quartier d'Abidjan à 12 millions. 12 la millions? Première chose que j'ai regardé, quand j'ai vu le montant, la première chose à laquelle je me suis intéressée, c'est en quelle année il a acheté le bien. Un duplex de 12 millions? Oui, il a acheté le bien en 2002. 2002? Ah ben voilà. Wow. Combien de personnes y pensaient? Il a acquis le bien en 2002. Et aujourd'hui, il fait l'expertise. Je pense que son expertise date d'il y a 2 ans. Ok. Le bien vaut 348 millions. 348 millions? C'est ça, l'immobilier. Attends. Il a acheté le bien en 2002 à 12 millions. 23 ans plus tard, le bien vaut 300 millions. 300 millions. Il faut dire que dans le temps, aujourd'hui, nous, on considère la cité de belle cité. Mais dans le temps, il me disait que quand il prenait son bien, tout autour, c'était la brousse. Ouais. Il faisait partie des premiers acheteurs. Ouais. Il a eu la vision. L'immobilier, il ne faut pas regarder là tout de suite. Il faut penser après. À long terme, ouais. Vous voyez des personnes qui construisent dans des endroits qui ressemblent au désert. Ouais. Il n'y a rien autour d'eux. Ils sont la seule maison là. Mais il a eu la vision. La ville s'étend de plus en plus. Aujourd'hui, avoir un bien à PK18, on est à Abidjan, hein? On est plus loin. Ouais. Du coup, faut
faut regarder à tout ça pour s'engager dans son prêt immo. Faut être un visionnaire. Faut penser à demain. Faut regarder, faut jauger. Est-ce que cet endroit-là, il y a des endroits qui prennent rapidement de la Les valeur. valeurs, oui. Un simple terrain acquis aujourd'hui, dans 5 ans, il n'a plus la même valeur. Mhm. Je pense que c'est de là qu'est née l'idée d'acheter pour revendre. C'est ça, Parce que l'achat les gens revente. se disent, je vais acheter en brousse là-bas. Mhm. Quand la ville va arriver, moi, j'ai acheté 10. Je vais garder 5, je vais vendre 5. Je ne suis pas pressée. Mhm. Si moi, j'ai pas pu, mes enfants le feront. C'est ça, c'est ça. C'est tout un patrimoine qu'on se constitue lorsqu'il s'agit d'immobilier. Alors, Madame Frando, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Ce fut un très bon moment. On a parlé d'argent, de prêts, tout ça. Franchement, c'est intéressant. Et on voulait vous remercier d'avoir accepté notre invitation parce que c'était pas très évident, mais vous étiez là. Et vraiment, ça nous fait plaisir. J'en suis ravie aussi. J'espère que j'ai pu aider Oui. et que mon intervention encadrera beaucoup de personnes pour la suite. En tout cas, si lors de l'échange, on n'a pas répondu à toutes les questions que vous posez, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Je pense qu'on pourra y répondre et puis on va laisser peut-être le numéro de Madame Frando qui pourra y répondre. Donc, on va vous demander de rester connecté pour les prochains épisodes, de suivre celui-là et surtout de vous abonner sur notre page YouTube YABC Immobilier pour tout savoir sur l'immobilier. Merci et à très bientôt. Au revoir.